Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mardi 17 février. Voici les titres de cette édition. Emmanuel Macron est en Inde. Le président français participe à un sommet international sur l'intelligence artificielle. Il essaie aussi de vendre des avions français aux autorités indiennes. Dans ce journal également, la mort de Jesse Jackson. Il était l'une des figures de la lutte pour les droits des Afro-Américains. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans. Nous revenons sur son parcours dans un instant. Genève, capitale des négociations. C'est dans cette grande ville de Suisse que se trouvent en ce moment d'un côté américains et iraniens et de l'autre russes et ukrainiens. Et puis enfin une minute de silence à l'Assemblée nationale française. Les députés présents se sont recueillis aujourd'hui en hommage à Quentin Derenque, jeune militant d'extrême droite frappé à mort à Lyon le week-end dernier. Le président français et le Premier ministre indien se sont donc retrouvés aujourd'hui à Bombay, capitale économique de l'Inde. Une rencontre entre Emmanuel Macron et Narendra Modi pour renforcer le partenariat entre les deux pays, avec à la clé la vente de 114 avions de combat français Rafale. Alors en attendant la signature, Narendra Modi et Emmanuel Macron ont lancé une chaîne de montage pour fabriquer des hélicoptères du constructeur européen Airbus. Cette entreprise de fabrication située à Bangalore, cette ligne de montage vient ainsi renforcer les ambitions indiennes en matière aéronautique. Reportage de notre envoyé spécial Abla Junaidi. Voilà des décennies que les constructeurs aéronautiques ont pris pied en Inde, un marché qui a l'avantage de répondre parfaitement aux attentes du français Thales. Chaque année, le groupe achète pour 1 milliard d'euros aux fournisseurs locaux, explique le directeur pays, Ankur Kanadlekar. Les systèmes que Thales produit exigent aussi bien des logiciels que de l'équipement informatique et dans ces deux segments, l'Inde a beaucoup de compétences, donc l'approvisionnement devrait augmenter encore dans le futur pour le bénéfice de nos clients. Non loin de là, chez Airbus, on teste dans des labos les équipements des avions de ligne. On travaille aussi à la conception des systèmes des hélicoptères H-125, bientôt produits en Inde. C'est le travail de l'ingénieur Sunita Panchangam, une des nombreuses recrues locales d'Airbus. À l'avionique, on joue un rôle très important parce qu'on développe tous les logiciels de bord, de la conception jusqu'au test de haut niveau. Tout ça, c'est fait par nos équipes ici en Inde. Mais on reste intégré avec les équipes d'Airbus Hélicoptères en Europe. L'Inde ambitionne de devenir en 2047 une plaque tournante mondiale du secteur de l'aviation. Dans le domaine civil, elle veut multiplier par 6 la flotte actuelle en augmentant sensiblement la capacité de fabrication locale. Abla Junaidi de retour de Bangalore, Bombay, RFI. Le dernier souffle de Jesse Jackson, il vient de mourir à l'âge de 84 ans. Jesse Jackson, figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, compagnon de route de Martin Luther King et aussi ancien candidat à la présidence des États-Unis. Lila Olkinoara, bonjour. Bonjour Adrien. C'est cet homme qui a ouvert la voie à la présence des Afro-Américains sur la scène politique américaine. Oui, né dans une Amérique encore marquée par la ségrégation, Jesse Jackson a longtemps été la figure noire la plus influente des États-Unis. Il participe à certains des épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale. À la fin des années 1960, il rejoint la conférence du leadership chrétien du Sud cofondée par Martin Luther King et le 4 avril 1968, il assiste à l'assassinat de son mentor à Memphis. Il crée plusieurs associations de défense des droits civiques et bien avant Barack Obama, Jesse Jackson se présente aux élections primaires démocrates en vue des présidentielles de 1984 puis de 1988. Il est le premier noir à réaliser une percée d'ampleur, récoltant 20 puis 30% des voix. Son électorat
aura, disait-il, les désespérés, les damnés, les déshérités et les méprisés. Son combat, il l'a mené infatigablement jusqu'en 2017 où il annonce être atteint de la maladie de Parkinson et commence à limiter ses apparitions publiques avec quelques écarts en avril 2021 lorsque la justice déclare le policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd. Il se tient aux côtés de la famille Floyd à Minneapolis. Enfin, un hommage public lui sera rendu à Chicago, ville où vivait Jesse Jackson. Un hommage à une date encore non communiquée, précise son entourage. Le journal en français facile. La nouvelle présidente pour diriger l'Institut du monde arabe à Paris s'appelle Anne-Claire Legendre. Elle a 46 ans, elle a été élue ce matin à l'unanimité. Tous les membres du conseil d'administration de l'Institut du monde arabe ont voté pour elle. Anne-Claire Legendre fut conseillère du président de la République pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Je crois que mon rôle, c'est de ramener de la sérénité. Ce sont les premiers mots de la nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe. Dans l'actualité française, cet hommage à Quentin Derenque, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale française. Personne ne devrait mourir à 23 ans. Personne ne devrait mourir pour ses idées. En notre nom à tous, j'adresse nos pensées à sa famille et à ses proches endeuillés. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer 1 minute de silence. C'était il y a quelques instants la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors 6 jours après la mort de ce jeune militant d'extrême droite à Lyon, nous ne connaissons toujours pas le nom et le prénom de ces agresseurs. Ils étaient au moins 6, a précisé hier le procureur de Lyon. Le magistrat a refusé de s'avancer sur le profil des agresseurs. En revanche, le gouvernement, lui, n'a pas attendu. Dès dimanche soir, le ministre de l'Intérieur a pointé du doigt la possible implication de la Jeune Garde, une organisation antifasciste dont les liens avec le parti politique La France Insoumise fragilise le parti de Jean-Luc Mélenchon. Marie Casadebé, alors tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que la Jeune Garde. À sa création en 2018, la Jeune Garde se présente comme une organisation d'autodéfense face à des groupes d'extrême droite, particulièrement violents dans la ville de Lyon. Le mouvement gagne ensuite d'autres villes pour former un réseau, Paris, Strasbourg, Lille ou encore Montpellier. La Jeune Garde se fait surtout connaître en 2023 au moment des manifestations contre la réforme des retraites. Ces militants se retrouvent devant les universités pour protéger les étudiants qui bloquent les entrées. Mais en juin 2025, le gouvernement prononce sa dissolution. L'association, la Jeune Garde, n'a plus le droit d'exister. Elle est accusée d'avoir participé à des bagarres et d'avoir provoqué des actes de violence. La Jeune Garde compte alors, selon les autorités, 100 de membres à travers la France. Depuis ce week-end, Marie, la France Insoumise est accusée d'entretenir des liens avec la Jeune Garde. Ces élus d'ailleurs tentent de prendre des distances. Oui, il faut dire que le fondateur et leader de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, est devenu en 2024 député de la France Insoumise dans le sud-est du pays. Aussi, son assistant parlementaire, son collaborateur à l'Assemblée nationale, également membre de la Jeune Garde, a été accusé par des témoins d'avoir fait partie des agresseurs de Quentin Derenque, ce militant nationaliste tué jeudi soir à Lyon. Les faits ont eu lieu en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à l'école Sciences Po. Marie Casadebé dans cette édition internationale. Et juste avant de refermer ce journal avec vous, Jacques Alix, nous nous penchons sur le mot carnaval. Et qui dit carnaval de Rio au Brésil, avec ce point d'orgue aujourd'hui, Mardi Gras. Dans la tradition chrétienne, grosse fête avant le jeûne de Carême. Un carnaval d'inspiration africaine véhiculé par les colons portugais. Les cariocas, les habitants de Rio, descendent dans les rues pour danser la samba. Et au Sambodrome, les troupes défilent dans des costumes incroyables, voire même avec très peu de costumes parfois. Et cette année, un bonus, une polémique, car le président brésilien, Lula, est mis à l'honneur alors que c'est une année
électorale. Grand reportage signé Sarah Cozzolino à écouter ce soir, 19h40.